là, il me dit, mais vraiment, une phrase en l'air, quoi, qui m'est pas spécialement adressée: «Ah, c'est quand même dommage, on a ces enregistrements là de papy, on n'en fait rien». Et là, j'ai l'impression de recevoir un uppercut au fond du ventre. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre, celle qui pourrait peut-être tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Il suffit parfois d'une phrase lancée en l'air, un soir d'été, pour que tout bascule. Pour Sandra, c'est arrivé dans la maison de son enfance, alors qu'elle s'apprêtait à lui dire adieu. Une sensation au creux du ventre, une évidence. Elle devait raconter cette histoire, celle de son grand-père résistant pendant la guerre. Mais si la révélation a été fulgurante, le chemin, lui, s'annonçait bien plus sinueux. 2 ans de doute, de peur, d'envie aussi, avant d'oser enfin écrire. Car donner vie à ce livre, c'était aussi toucher du doigt un rêve d'enfant, affronter la mémoire familiale et surtout accepter sa propre légitimité. Bienvenue dans un épisode intime, inspirant et lumineux. Aujourd'hui avec Sandra, nous allons parler de ce joli cadeau d'adieu laissé par la maison familiale, d'enregistrements audio oubliés puis qui prennent vie, et de ce château où l'histoire se réécrit. Bonjour Sandra et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci pour ton invitation. On l'évoquait en off il y a quelques minutes et je te disais, je suis ravie de t'accueillir parce que tu es l'illustration à travers l'histoire qu'on va évoquer aujourd'hui, qu'on peut aussi écouter sa petite voix sans vivre des moments extrêmement douloureux, sans avoir nécessairement besoin que on vive un burn-out ou je ne sais quelle maladie. Donc, et je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur à toi aussi. Oui, c'est vrai, je dirais que ma petite voix, elle a une coloration, un peu plus légère et pétillante que ce qu'on peut parfois, imaginer et c'est un chemin, bah, que je chéris et que j'aime aussi à montrer de cette façon-là pour dire que suivre sa petite voix, alors c'est pas toujours confortable, mais ça peut partir, d'événements lambda, enfin ou de choses, qui sont pas forcément traumatisantes. Oui, lambda, en tout cas d'un cheminement intérieur, de quelque chose qui infuse et qui un jour, pop comme ça à la surface et on va rentrer directement dans le vif du sujet et moi j'aimerais que tu me parles de justement cette scène où, tu es un jour, dans la maison de famille avec ton oncle et puis là, tu vas vivre un grand moment petite voix qui va changer en fait, un peu la donne de ta vie, les mois et les années qui vont suivre. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et décris-nous un peu le cadre pour qu'on soit presque, assise avec toi et ton oncle, à ce Alors, moment-là. on est au mois de juillet 2021.
Mmh. un samedi soir, une soirée, d'été, plutôt chaude et agréable. Je suis donc dans la ferme familiale, qui est dans la famille, depuis, plus d'un siècle. On est en train d'organiser un vide-maison parce que, cette maison, on va la vendre et c'est faut imaginer, hein, c'est un grand corps de ferme, partie habitation, il y a des granges, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et il faut vider tout ça et donc mes oncles et ma mère ont eu l'idée de ce vide-maison qu'on a tenu pendant 10 jours et on s'est relayé toute la famille, en fait. Le dernier week-end, c'est, moi qui suis, de présence avec mon oncle. On est le soir là, il y a plus personne et on est tous les 2, on discute et on se remémore de tout un tas de souvenirs en lien avec, la ferme, la famille, et cetera. Et au milieu de cette discussion, un peu à bâtons rompus, mon oncle, au bout d'un moment, fait référence à des enregistrements audio qu'on a de mon grand-père. C'est une initiative, de mon frère et de mon cousin qui, une dizaine d'années, auparavant, ont eu l'idée, la merveilleuse idée d'enregistrer mon grand-père raconter ses souvenirs de guerre. Donc il avait une vingtaine d'années pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été mobilisé dans les chantiers de jeunesse et puis, il a ensuite été résistant. Donc c'est une histoire qu'on connaît dans la famille, enfin, il a toujours été ouvert là-dessus, mais toujours raconté par petites bribes et là, ils ont, enregistré l'ensemble de son récit de bout en bout. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on a ces enregistrements et mon oncle y fait référence et là, il me dit, mais vraiment, une phrase en l'air, quoi, qui m'est pas spécialement adressée: «Ah, c'est quand même dommage, on a ces enregistrements là de papy, on n'en fait rien» et là, j'ai l'impression de recevoir un uppercut au fond du ventre. En fait, vraiment, quelque chose de très une sensation, très physique qui me dit: «Ça, c'est pour toi». Sur le coup, j'ai rien dit, en fait, j'ai pas relevé, enfin, j'ai rien dit à mon oncle, là. C'est vraiment, une sensation intime que j'ai vécue, mais rien qu'en t'en parlant, je revis la sensation, là, en fait, au fond de mon ventre. Ouais, il y a quelque chose qui me tombe dessus pour, vraiment me dire: «Cette mission, elle t'appartient». Quand tu reçois ce message-là dans ton corps, est-ce que tu te sens joyeuse de ça, de cette perspective? Est-ce qu'au contraire ça te fait peur? Il y a pas de peur, en fait, je pense qu'il y a déjà de la surprise et donc je peux pas parler de joie mais c'est agréable quand même, cette sensation et OK. une espèce de surprise avec, la lumière s'allume en fait, et pas le temps encore de mesurer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que je suis loin de à ce moment-là, de mesurer, dans quoi je mets le pied. Mais ouais, c'est plutôt de l'ordre de la surprise, agréable, une espèce de petite révélation là, de quelque chose qu'on n'avait jamais vu alors que c'était sous notre nez, quoi. Quand tu dis: «C'était sous mon nez», on va détricoter un petit peu, mais déjà je crois que toi tu as un rapport, presque charnel à l'écriture et à la lecture, depuis toujours. Je pense que je suis née avec ça parce que les 1ers, liens que je peux exprimer, c'est ça remonte à une époque où j'ai même pas de souvenirs, conscients. Mais de ce que me racontent mes parents, avant même de rentrer à l'école maternelle, j'avais une très grande envie de lire, d'apprendre à lire. Bon, finalement, j'ai appris à lire, en arrivant au CP et j'avais trouvé chez ma nounou un oui-oui de la bibliothèque rose Et oui. et j'avais commencé à feuilleter les pages, un peu pour regarder les images, je pense et je m'étais aperçue, en fait, que j'arrivais à lire et je me suis enfilé le livre, en fait et j'ai encore, une sensation, en fait, de ce moment-là où, je m'absorbe, en fait et je suis presque interloquée, en fait et waouh, j'ai ouvert une porte là. Enfin, j'ai ouvert la porte d'un monde, incroyable. C'est une sensation de pur plaisir qui m'envahit à ce moment-là et d'ailleurs, petite, moi, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était écrivain. Il y a aussi tout ça, en fait, qui revient, ces envies de petite fille Ouais. que j'ai à qui je c'est juste que la vie m'a amenée sur Mmh d'autres mh. routes. Mais là, là, ça revient et c'est d'autant plus drôle, en fait, que ça revienne ce soir-là parce que comme je disais, on est en train de la vendre et donc moi, je passe mes dernières 24 heures, là, dans cette maison, que je connais depuis toujours. Je suis quasiment née dans cette maison et avec le recul, en fait, je le vois un peu comme un cadeau d'adieu que Ouais, m'a c'est fait cette magnifique. maison, avant de partir, quoi. Oui, parce que donc on voit, tu as ce rapport donc, à l'écriture et ce rêve d'enfant qui était de devenir écrivaine et justement, on va parler un peu de ta vie pro au moment de ce déclic-là, de cette conversation avec ton oncle. Tu avais pas pris le chemin de l'écriture, pendant tes études supérieures. Tu as fait, je crois, un début de carrière dans le marketing et justement, tu étais à Mmh. un moment un peu switch, au moment de cette conversation. Tu peux nous redire un peu où tu en étais?
À ce moment-là, j'avais 20 ans de carrière, déjà derrière moi, dans le marketing, les études marketing et que j'ai opéré dans, différentes entreprises, différents secteurs d'activité, différentes régions même puisque, j'ai été à Paris et puis en province. J'ai fait le tour de ce métier, en fait. J'ai Mmh. vraiment, exploré plusieurs facettes et à ce moment-là, donc en 2021, ça fait 2 ans que je suis venue m'installer à Bordeaux. OK. J'avais pris un nouveau poste, salarié et en fait, bah, il se trouve que c'était un poste qui était en CDD, donc il y avait une fin. Alors Oui, certes, ils voulaient, vraiment me garder en CDI, mais il y avait quand même un passage où au bout d'un moment, il fallait acter le fait de: «OK, je donne mon accord pour passer en CDI». Et j'avais vraiment du mal à plonger dans cette idée, au point, j'ai eu une phase, au début de l'année 2021, au moment où il fallait vraiment faire ce choix, sentir dans mon corps, en fait, déjà quelque chose qui se passait. Beaucoup Mmh. d'insomnie, l'impression d'être brassée comme si j'étais dans le tourbillon d'une vague, en fait Oui, et j'arrivais pas à sortir de ça, j'arrivais pas à avoir les idées claires. Je tournais en boucle avec, cette fin de CDD, et le fait qu'il fallait que je me positionne et j'y arrivais pas. Jusqu'à un jour où j'ai eu une sorte de limpidité qui est arrivée en moi, enfin un peu comme si la vague m'avait déposée sur la plage avec cette idée: «Tu arrêtes en fait, tu ne restes pas dans cette entreprise». Mais je savais pas encore, ce que j'allais faire. Donc au moment où cette scène se passe en juillet 2021, j'ai avancé sur le oui, sujet. Donc je suis en train de sortir de l'entreprise où je suis, c'est acté. J'avais envie d'être à mon compte et OK. j'ai eu l'idée de me former, au coaching. Mmh. Parce que je trouvais que c'était des beaux outils. Moi, j'avais dans mon passé donc c'était beaucoup autour des études marketing, donc de la prospective sur les marchés, la compréhension, des consommateurs, des marchés et je me dis que le coaching, bah, c'est une façon aussi d'être sur de la prospective humaine, de Et oui, comprendre, absolument. la nature humaine et je vois bien, en fait, un lien entre les 2 en me disant: «Bah, Oui. ça me fait une belle palette». On Puis je sais pas encore exactement tout ce que je vais en faire, mais je trouve ça intéressant comme voie. Donc à ce moment-là, je sais que je vais commencer ma formation de coach à la rentrée, que je suis en train de quitter, cette entreprise. Bah, mon emploi du temps, il va être différent, il va s'alléger et donc je me dis: «Bah, là, je vais avoir de l'espace aussi pour, peut-être travailler à coucher sur papier l'histoire de mon grand-père qui est pour l'instant que sur des audios». Enfin, en tout cas, voilà, je pense que c'est très vite, ce qui me traverse l'esprit en me disant, «J'ai l'espace pour le faire». Et il y a une dernière dimension, une dernière, motivation, je Mmh. dirais, je pense dans cette histoire du livre, et du récit de la vie de ton grand-père, en tout cas de ces années, de guerre, c'est ce lien Le très château de mon grand-père. ouais, le lien que vous avez autour du château. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote qui est juste, incroyable? Ouais, ça c'est un peu la dimension magique, liée à ce projet que j'ai retrouvé à plusieurs moments par la suite, sous différents aspects, mais ça commence là. Les audios en question, donc c'est l'histoire de mon grand-père, sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il avait 20 ans en 1942. Les jeunes de 20 ans, en fait, étaient réquisitionnés dans des chantiers de jeunesse, une sorte de service civique pendant, 8 mois. Donc lui, il est parti avec, son chantier de jeunesse d'abord en Ariège et ensuite dans un second temps en Auvergne et à ce moment-là, il y avait un château là-bas en Auvergne qui avait été réquisitionné par, les autorités des chantiers de jeunesse en lien avec le gouvernement de Vichy. Ils avaient fait stationner le groupe de mon grand-père dans les dépendances de ce château et en fait, c'est de ce château dont il s'est évadé une nuit de, juin 1943 pour ensuite basculer dans la résistance. Et moi, il se trouve que dans ma pérégrination, professionnelle, que j'ai esquissée tout à l'heure, donc j'ai longtemps vécu à Paris, mais il y a une dizaine d'années de ça, avec mon mari, on a décidé de quitter Paris. Donc c'est lui qui a impulsé le mouvement professionnellement. Il a cherché, des opportunités et puis il lui est tombé dessus une opportunité, en Auvergne. On n'avait OK. jamais envisagé, quelque chose là-bas parce qu'on n'a pas d'attache particulière, on ne connaît pas cette région et cette opportunité était intéressante. Et donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas?» Et voilà, du coup, on a décidé de partir s'installer, en Auvergne et au moment où ça s'est fait, j'en avais parlé à mon grand-père et c'est là où il m'avait reparlé de cette histoire-là de ce château. Alors pour moi, c'était assez flou à ce moment-là dans ma tête parce que je savais même plus très bien où c'était. Je pense que c'était plus vers Lyon, enfin et donc il m'en reparle et lui, il avait une mémoire mais incroyable et on regarde, sur une carte et je me rends compte que l'endroit où je vais habiter, c'est à 1/4 d'heure de ce château. Donc déjà, je trouve OK. ça assez drôle et une fois qu'on a posé nos valises en Auvergne, j'étais allée voir d'ailleurs, ce château.
C'était fermé, la grille était fermée, enfin, on voyait il y avait des voitures à l'intérieur, mais ça semblait être un château qui était, dans le privé. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on est arrivé en Auvergne, donc il y a presque 10 ans de ça, on avait déjà un enfant avec, mon mari et j'étais enceinte, de notre fille et on avait décidé de se marier juste avant de partir de Paris. Donc on a fait ça très vite, c'était vraiment administratif, en se disant: «On fera la fête plus tard, quand on aura le temps après le déménagement et cetera». On l'a fait l'année prochaine et puis, bah, entre-temps, le bébé est arrivé. C'était un peu compliqué avec 2 enfants en bas âge d'organiser comme ça très vite, Ah un bon? mariage. Donc on s'est dit: «Bon, c'est pas grave, on décale encore d'un an et donc on repousse d'une année supplémentaire, cette fête de mariage». Et donc en ce moment, on vit en Auvergne. Moi, je mes attaches dans le sud-ouest, lui en Normandie et en fait, on décide d'organiser la fête sur place parce que c'est plus simple pour nous avec 2 enfants en bas âge, on se voit pas courir comme ça, à l'autre bout de la France. Et au moment où on cherche un endroit pour, se marier, donc on va avoir, une centaine d'invités adultes plus les enfants, donc ça fait du monde. Et tout le monde va arriver de loin, puisque vu qu'on n'a pas de famille sur place, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de quoi aussi, proposer des hébergements à tous ces gens-là. Donc c'est un des gros critères de recherche pour, trouver un lieu. Ça réduit drastiquement le champ des possibles. Je trouve un 1er, château, qu'on visite et puis là, un deuxième château vient d'apparaître sur le marché et c'est le château de la Cagnière. C'est le fameux château où mon grand-père avait séjourné et dont il s'est évadé, cette nuit de juin 43. C'est celui qu'on retient parce qu'en plus il est vraiment, sublime et donc mon grand-père va revenir dans ce château. À ce moment-là, quand il revient pour le mariage, il a 95 ans. Donc il s'est, écoulé, 3/4 de siècle, en fait, entre son évasion et son retour. Il est jamais revenu sur les lieux, entre-temps, donc il est parti comme fugitif et là, il revient comme, invité d'honneur, le grand-père de la mariée. Il rentre par la grande porte à l'intérieur de la bâtisse du château. Donc ça a complètement, renversé la coloration, tu vois, de l'histoire associée à ce château, pour lui, comme si on avait fait un magnifique pied de nez à l'histoire, quoi, en fait, je crois qu'on n'aurait pas pu trouver plus symbolique et plus fort comme lieu Mais c'est dingue. pour se marier, ouais. Et il a vraiment dégusté ce week-end parce que ça s'est étiré sur 3 jours, en fait, hein. C'était un long week-end, donc on avait vraiment tout le monde pendant 3 jours sur place. Petite avance, accélérée, on comprend là ce qui se passe sur cette terrasse avec ton oncle. Combien là, cette scène-là avec ton oncle et ces quelques mots de ton oncle vont cristalliser tellement de choses que, eh bien oui, on comprend le sens de cette uppercut que tu ressens là dans le ventre. Et on pourrait imaginer que du coup, cette uppercut, cette évidence, toutes ces histoires qui se rejoignent à ce moment-là, eh bien, le tapis rouge s'ouvre à toi et Mmh. ça va être tellement évident et simple d'écrire ce livre. Bon, encore une fois, la vie nous réserve quelques surprises et ça va pas être aussi simple que ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je suis repartie de là avec un vrai élan. D'ailleurs, très vite, j'ai récupéré les bandes audio, que mon frère, avait et avec c'est vraiment cette sensation que, c'est parti quoi. Enfin, à la rentrée, je commence quoi et en fin de compte, il va me falloir 2 ans pour, vraiment commencer, l'écriture du livre. Alors, c'est pas 2 ans où je ne fais rien, c'est-à-dire qu'effectivement à la rentrée, je commence un peu, j'écoute les audios, je prends quelques notes. Et en fait, très vite, je vois que, c'est comme si j'avais récupéré un super véhicule, mais j'avais pas d'essence, quoi. Je sais pas trop dire pourquoi, mais c'est poussif, c'est un peu plat. Le fait de retranscrire comme ça les audios, il y a quelque chose, qui résonne pas bien. Enfin, c'est pas sur la nature du projet, mais sur le rendu. Je sais que, en tout cas, en termes de contexte, moi, j'ai commencé aussi à être accaparée par d'autres choses puisque, je vais commencer ma formation de coaching, Mmh. en septembre 2021. C'était pareil, de nouveaux apprentissages qui sont aussi assez impactants, qui venaient à moi. Donc, il y a aussi d'autres choses qui me traversent et qui font que, je m'appesantis pas non plus sur le fait que, je me sens un peu en panne, en fait, sur ce livre. Je le garde, en fait, je sais pas comment dire, en ligne de mire. Alors, OK, c'est peut-être pas en novembre, je commencerai en décembre, puis en janvier. Enfin, voilà, ça glisse un peu comme ça et ce que maintenant je comprends, c'est que, il y avait d'autres choses, en fait, à mettre en place pour que, Mmh. ce projet, il puisse vraiment vivre et prendre la forme qu'il a pris, entre-temps. Je vais préciser que j'ai fait 2 formations autour du coaching à ce moment-là. Donc une première que je qualifierais de classique,
qui m'a amené une certification de coach, professionnel en entreprise et très vite après, arrive sur ma route, enfin, ce genre d'informations, qui nous passe devant et dont on n'a pas le choix que de s'en emparer. J'entends parler d'une autre voie du coaching qui s'appelle le coaching, narratif, qui est une façon en fait de coacher les gens en allant à la rencontre de leur histoire de vie et de leur permettre de renégocier en fait ces histoires de vie. C'est pour le résumer en 2 secondes. Ce coaching narratif, il y a une école, en France, qui est un peu le fer de lance, elle est à Bordeaux, là où je vis et en fait, quand je découvre ça, il y a vraiment, je suis attirée comme un aimant. Vraiment, je suis appelée par, par ce genre de formation et il y a une nouvelle, cohorte qui commence, peu de temps après, début 2022. Donc je n'ai pas terminé encore ma première formation, Mmh. coaching, que je commence celle-ci, en fait, comme une sorte de spécialisation, on va dire, OK. dans ma pratique. C'était très fort ce que je vis pendant cette formation et je me souviens que pendant, ces ateliers, donc je prenais des notes et cetera avec un autre, un stylo d'une autre couleur. Dans la marge, je prenais parfois des notes sur ce que ça m'inspirait par rapport à la façon dont je pouvais raconter l'histoire de mon grand-père, en fait. C'est venu déblayer des choses et m'apporter une forme d'inspiration sur la façon de raconter l'histoire de mon grand-père. J'avais, en fait, dans ces audios, tout un tas de souvenirs qui étaient, faits de lieux, de circonstances, de dates, voilà, des choses assez factuelles et en fait, entre les lignes, moi, j'avais envie d'aller chercher l'homme qu'il était. C'est-à-dire qu'est-ce que Mmh. ces souvenirs et la façon dont il les raconte, qu'est-ce que ça nous dit qui n'est pas explicitement exprimé de l'homme qu'il était et de la façon dont il avait de voir le monde, qui fait qu'il s'est comporté de cette façon-là, au moment de la guerre. Et je Mmh. commence à trouver mon axe narratif, en C'est fait. ça. Donc à la fois d'épaissir le récit de mon grand-père en allant plus loin que ce qu'il est décrit et aller plonger dans son intériorité, ça c'est une première chose. Et l'autre axe qui me vient et que je vais exploiter les 2 au final, c'est aussi de me dire: «Ben, moi quand j'écoute son récit, je vois qu'il y a des choses qui me touchent. Il y a des détails en particulier qui me font vibrer, qui m'émeuvent». Quand on est touché par quelque chose, c'est que ça vient parler de nous aussi et donc je voulais aller explorer ça. Tu vois, là, tu commences à décanter un peu ce projet du livre, mais je crois que tu vas mettre à jour, notamment grâce à cette formation en coaching et à certaines rencontres, tu vas mettre à jour certaines peurs. Tu évoquais, par exemple, la peur de se confronter à ce rêve d'enfant d'écrire un livre et puis de l'amener dans la réalité. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, mon amour pour les livres et puis cette idée d'être écrivain, moi je la porte depuis vraiment, toute petite et là, tout d'un coup, je me sens un peu intimidée aussi par ça. Je m'apprête à donner vie à quelque chose qui a toujours été de l'ordre du fantasme et ben, les rêves, les fantasmes, c'est beau quoi, en fait, on leur met, toutes les paillettes, les dorures, tout ce qu'on veut quoi, en fait, autour et là, tout d'un coup, bah, je vais le remettre dans la réalité, ça va devenir tangible avec, les imperfections qui vont avec Et c'est ça. et il y a vraiment cette sensation de se dire: «Ben, je vais peut-être, abîmer mon rêve, en fait, Mmh mh. en Mmh. le confrontant, à la réalité». Il y avait aussi la peur de m'emparer de la mémoire familiale, c'est-à-dire Mmh. que tout le monde avait, bah, sa vision propre de mon grand-père, avait en tête des choses, tu vois, sur ses souvenirs et cetera. Le fait que ça soit moi qui mette par écrit ses souvenirs et qui parle de l'homme qu'il était, en laissant ça sur papier, en faisant ce travail en profondeur, ben j'allais écraser, je pense, un peu, Mmh. les souvenirs des autres. Tu sais, un peu, c'est comme quand on lit un livre et qu'il y a le film qui sort, quoi et Oui, bah, le film, il vient avec ses images écraser, des fois, l'imaginaire qu'on a pu se créer absolument. et j'avais un peu des scrupules par rapport à ça en disant: «Ben, pourquoi, j'impose ma vérité?» Il y avait ça et puis il y avait autre chose. Alors c'était pas une peur, ça c'était plus un scrupule, un inconfort sur le fait que, bah, là je m'apprêtais à écrire sur mon grand-père et moi je me suis rendu compte que dans l'écriture, moi ce qui me plaisait, c'était retranscrire des gens, des situations en allant creuser comme ça Mmh. l'intériorité. C'était pas la fiction, c'était pas aller imaginer et là j'avais la matière avec ce grand-père. Alors c'est vrai qu'il a tenu un rôle difficile et tout à son honneur aussi, ce qu'il a Bien sûr. traversé. Mais je mets vraiment entre guillemets, il a aussi eu la chance d'avoir ce rôle-là, alors que, Mmh. ben, ma grand-mère, ça va devenir une anonyme, complètement, qui va passer à la trappe, quoi. Enfin, parce que, elle était juste une femme au foyer, dans les années, 50-60 et au-delà.
il y avait une forme d'injustice, en fait, que je Mmh. ressentais par rapport à ça. Et comment tu t'es réconciliée, du coup, avec ça? Déjà, d'une part, le temps qui a Mmh. œuvré, le fait de manipuler ses idées, de les étirer, et cetera. Et puis après, je pense qu'il y a, aussi eu des rencontres, en fait, sur ma route. Des OK. gens, que j'ai croisés, qui, ont de nouveau réveillé des choses en moi. Pour illustrer ça, moi, j'aurais envie de parler, d'un moment en Ouais. particulier qui se passe au printemps 2023. Donc là, on est peu de temps avant que je commence l'écriture du livre, parce que je vais commencer à l'été 2023 et donc c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec mon livre. Je participe à un séjour d'entrepreneurs, tu sais, Ouais. ce genre de mastermind où on se Mmh. réunit, quelques jeunes entrepreneurs. On est là pour, travailler sur nos business, sur, stratégie, les visions, la perspective, Dans la thématique de ce séjour, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre du stratégique et de ce que je qualifierais de l'énergétique. Quelque chose OK. qui est beaucoup plus dans l'intangible et parmi les intervenantes qui nous guident pendant ce séjour, il y en a une, Sabrina, qui, m'a pas mal marquée parce que, on a des parcours qui peuvent être assez similaires, on a quasiment le même âge. Elle a aussi, très longtemps été en entreprise, dans des grosses boîtes, elle avait un poste dans les RH elle et en fait, quelques années auparavant, elle a eu un éveil spirituel, une phase de Mmh. transe où elle a découvert ses pouvoirs de médium et donc maintenant elle est chamane, OK. mais elle tourne ça pas mal vers les entrepreneurs, vers Ah! le business. Donc quand je la vois là, bon, on se connaissait pas, hein, elle a très peu d'infos sur moi et au bout d'un moment, elle me dit, «Pourquoi tu n'écris pas ce livre dont tu as tellement envie?» Et là, ouais, ça ça fait de nouveau un électrochoc et en fait, elle le voit déjà écrit. J'évoque aussi, voilà, ces questions, ces scrupules que Mmh. j'ai, Mmh. notamment, vis-à-vis de la mémoire familiale, par rapport à l'histoire de mon grand-père, le fait que ça soit lui et pas quelqu'un d'autre. Je crois que c'est elle, ouais, qui, pendant ce séjour, me propose d'écrire une lettre à mon grand-père pour lui faire part de mes états d'âme, en fait, où j'en suis, et cetera. C'est ce que je fais, en fait, en revenant de ce séjour. Ça a fait comme dissoudre un certain nombre de choses, en fait, en moi, Oh! le fait de le déposer et j'ai peu à peu compris qu'il y avait une histoire de posture vis-à-vis de Mmh. moi-même. Là où, des fois, j'avais pu être un peu, titillée par cette idée: «Est-ce que je suis à la hauteur de ce projet?» La question, c'était: «Comment je me mets à la hauteur de ce projet?» Et OK. vraiment de prendre aussi cette responsabilité, cette posture de celle qui est en train d'écrire ce livre et de rentrer dans la peau de ce personnage et dans la responsabilité de ce personnage. Ça a été très subtil sur le moment, mais je pense que ça a profondément débloqué des choses en fait, en moi et quand je suis revenue de ce séjour, là où je n'avais jamais parlé en fait de ce projet, autour de moi et en fait, j'en ai parlé à mon mari en revenant, je lui ai dit: «Voilà, j'ai envie d'écrire en fait ce livre», et cetera. Donc ça a été la première personne, de mon entourage, dans la confidence et à partir de là, ça y est, je savais que j'allais commencer. L'été arrivait, il y avait une phase là où, j'allais avoir du temps pendant 15 jours et c'était le bon moment en fait pour attaquer, concrètement. Finalement, on est 2 ans quasiment jour pour jour après cette conversation avec ton oncle Oui, et à partir du moment où enfin tu vas t'être débarrassé de ces peurs, de ces blocages, de ces doutes, c'est là que le tapis rouge se déroule et tu t'immerges, mais corps et âme complètement ouais, dans la rédaction du livre pendant, 8-9 mois, c'est ça? 1 an et demi. Tu peux raconter du coup comment ça va se passer cette Ouais. étape-là? Alors tu vois, tu parles du tapis rouge qui se déroule, mais il se déroule par étapes quand même. OK. Et 1re salve où effectivement je me plonge dedans, je te parle de ces 15 jours que j'ai où je peux m'y consacrer, presque à temps plein, on va dire. Et là, ça a été vraiment le démarrage, quoi. J'ai OK. j'ai vraiment mis le premier coup de collier, à rentrer dans les audios, réécrire des choses, commencer à rentrer aussi dans une enquête historique pour, reconstituer des éléments de l'époque qui vont Et oui. venir, servir à tisser un peu Mmh. la toile de fond de ce récit-là. Je me replonge en fait dans, voilà, tout un tas d'éléments, de la ferme familiale qui sert de décor à un certain nombre de scènes et je suis tellement, immergée là-dedans que, je sens une bascule en fait qui se produit en moi. C'est des histoires que je connais, parce que mon grand-père, était pas avare de ses souvenirs, que j'ai toujours vu, comme spectatrice de loin. Là, je sens que je suis en train de rentrer dans la scène et parfois, c'est troublant, je rentre dans la peau d'un personnage même et je suis tellement habite par ces scènes-là
que, à ce moment-là, j'en ai parlé qu'à mon mari, en fait, hein, donc mes parents sont pas au courant, enfin OK. mes oncles, tout ça, ils à ce moment-là, moi, j'ai la sensation qu'il faut pas que j'en parle, en fait, que Ah je OK. me dis: Non, j'en parlerai, quand le projet, il sera, quasi abouti, en fait», je sais pas, il y a peut-être, un côté, vouloir préserver, La bulle? ouais, je sais pas trop comment le dire, mais un peu comme si, j'avais peur, tu vois, que cette petite pousse, si on la mettait trop, aux 4 vents, ça l'abîme ou je sais pas trop quoi. Donc j'avais plutôt cette envie de faire un peu ma cachotière, en fait, Mmh. là-dessus. Et en fait, là, je me rends compte que c'est difficile à tenir et je sais pas trop pourquoi, mais au bout d'un moment, j'ai un espèce de twist qui s'opère en me disant: «Mais en fait, il faut que j'en parle» et je commence d'ailleurs à le faire à des amis, en fait, à quelques personnes, voilà, autour de moi et il y a cette évidence que, je dois aussi en parler à la famille, d'ores et déjà. OK. Et à partir du moment où je prends cette décision-là, donc ça doit être peut-être début octobre 2023, je sais que mes parents, je vais les voir à la fin du mois puisqu'ils doivent venir un week-end chez moi. Je dis: «Bah, ce sera parfait, pour leur Ouais. annoncer à ce moment-là» et au moment, voilà, où je prends cette décision, il se trouve que quelques jours après, j'ai ma mère au téléphone. On a eu Mmh. une conversation, tu vois, de tout, de rien, un peu, du quotidien et au bout d'un moment, elle a cette phrase, elle me dit: «Je suis sûre qu'un jour tu vas écrire un livre» et intérieurement, je rigole en me disant: «Mais C'est voilà, c'est génial. vraiment le moment d'en parler, en Et fait». là, du coup, tu lui en parles ou t'attends Non, de la revoir, quelque temps plus j'attends tard? qu'elle vienne, c'est prévu, voilà 2-3 semaines après. Je préfère, voilà, ce cadre où on est vraiment ensemble pour pouvoir, lui dire et lui expliquer, un peu les tenants du projet. Et ça se passe comment quand tu leur, annonces à tes parents? Magnifiquement bien, non, très bien en fait. J'ai un super accueil, ému et enthousiaste par rapport à ce projet. Ils sont surpris, enfin personne, ne l'a vu venir, mais en même temps très touchés parce qu'effectivement ça ramène aussi à l'héritage familial, à la mémoire et d'ailleurs ça va donner aussi, une autre, dimension au projet parce qu'il va prendre une allure un peu plus collaborative. C'est-à-dire que je vais aussi m'appuyer, bah, sur eux, sur mes Mmh. oncles, sur pour, récupérer, des éléments. Je vais notamment, ben, aller, voir mes parents pour passer en revue, tous les protagonistes du récit qu'ils ont pu connaître, OK. même si ça s'est passé plus tard, mais Oui. pour récupérer tout un tas d'infos, ne serait-ce que des informations physiques sur les gens, à quoi Mmh. ils Mmh. ressemblaient, quelques traits de caractère, quelques, je sais pas, des petites habitudes, des trucs et du coup, j'ai beaucoup nourri la matière du livre, grâce à ça. Je suis allée replonger dans les archives de mon grand-père. Finalement, j'ai retrouvé, on a redétaillé des photos, et cetera. J'ai retrouvé ses livrets militaires, enfin, j'ai retrouvé de la matière, Ouais. hyper importante et riche pour alimenter, mon récit. Oui, on sent que cette étape-là, elle va à la fois libérer quelque chose, de manière purement concrète où tu peux échanger et récupérer plus d'infos et même, on sent que psychologiquement, ça ouvre encore plus grand les vannes, quoi. Ouais et puis même, ça fait un peu bouger la systémie dans la famille Mmh. aussi, Et oui. d'impliquer comme ça sur ce projet-là et ils sont plusieurs, voilà, d'une façon ou d'une autre à m'avoir apporté une touche, m'avoir, apporté des éléments et parfois sans qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont en train de m'apporter quelque chose, mais en Mmh. me racontant un truc, en me délivrant, une façon de voir d'un des personnages ou de la situation, en fait, c'était des sources d'inspiration, inestimables, en fait, pour moi. Et je crois que, j'allais dire l'accouchement, a eu lieu le 15 janvier dernier. Tu as pu là, c'est la date à laquelle tu as rendu le manuscrit, en fait, c'est ça? Ouais, c'est le j'ai fini la 1re version aboutie du livre et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là? C'est que j'ai croisé sur ma route aussi, ça fait toujours partie de ces petites magies, liées au livre, il y a à peu près 1 an de ça, une femme avec qui j'ai beaucoup accroché, tout de suite et il se trouve qu'elle est correctrice, professionnelle et puis, bah, voilà, au bout de quelques mois, j'ai compris que c'était avec elle que j'avais envie de travailler. C'est-à-dire qu'après avoir terminé cette première version aboutie, je lui ai confié mon manuscrit, donc là, en ce moment, elle l'a de son côté et ensemble, on va le retravailler, le perfectionner pour, qu'il réponde encore plus à l'intention que je veux mettre dans ce livre. Elle va m'aider à comme ça, à stretcher un peu le récit pour, OK. bah, qu'il soit dans une version encore plus aboutie et faire encore plus honneur à cette histoire. Est-ce que ces personnes de ta famille ont lu le manuscrit? Alors, pour l'instant, il n'y a que mes parents
qui ont eu accès à une partie du livre, celle OK, qui est vraiment en lien avec, l'histoire, de mon grand-père. OK. Donc pareil, ils l'ont entre les mains, à l'heure actuelle. On doit bientôt, débriefer là-dessus parce que je voulais, partager en fait leur regard dessus. Je veux vérifier la crédibilité Mmh. de ce que j'ai fait avec, bah, des gens qui les ont connus, vraiment de plus près. Donc ça va être, ce que je veux vérifier là avec mes parents. Si je dis pas de bêtises, tu leur as remis le manuscrit il y a très peu de temps et tu me disais, tu les vois dans 2 semaines peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour avoir Ouais, leur retour? c'est Tu es ça. dans quel état d'esprit? Très sereine en fait par rapport à ça. Je suis contente que ça ait lieu. J'ai envie, d'avoir cette discussion parce que ça va prolonger, on a eu vraiment des très chouettes, conversations en fait autour de ce livre sur, l'histoire de la famille, sur les souvenirs, et cetera et ça va prolonger encore un peu Mmh. cette dynamique-là et donc j'ai hâte en fait de pouvoir, avoir ce genre, de discussion et que ça continue à nourrir mon livre. Là, ça fait, bah, depuis le 15 janvier que je l'ai remis, Ouais, à la correctrice donc il est un peu en sommeil, donc toujours en oui. toile de fond, mais un peu en sommeil. C'est moins actif que, les 18 derniers mois où Eh ben vraiment, oui. je vivais avec, où j'étais, Ouais. habitée par les personnages même. C'est un peu de l'ordre des retrouvailles, tu vois? C'est un peu comme s'il était parti en vacances et que j'allais le revoir. L'histoire qu'on lui imagine, c'est d'être édité ou auto-édité, j'imagine, pour la suite? Ouais, il va être publié d'une façon ou d'une autre. Je sais pas encore sous quelle forme. Je sais que, le moment venu, j'aurai, la route à suivre parce que depuis le début, en fait, j'ai eu un nombre de synchronicités, de rencontres sur ma route qui sont, incroyables, en fait. J'ai eu vraiment l'impression, autour de ce projet, de dialoguer avec la vie. Tu vois, tu parles de la petite voix. Moi, je le ressens comme, ce dialogue-là. C'est-à-dire que bien sûr, c'était moi qui étais aux manœuvres, qui écrivais, c'est moi qui ai décidé de plonger dedans. Mais, vraiment depuis le début, j'ai cette impression de co-construction avec, OK. ouais, ce que j'appelle la vie, mais ouais, je sais pas, des éléments, extérieurs, une énergie, que j'ai, autour de moi qui m'accapare, qui me guide, qui me pousse, qui me soutient, enfin, c'est de plusieurs ordres qui me met sur ma route comme ça, des gens, des livres, des circonstances qui s'arrangent en fait pour paver le chemin devant moi au fur et à mesure, que j'avance. Je sais, hein, que tout va continuer en fait de cette façon-là. Je t'avais parlé là de cette chamane là que j'avais Ouais. rencontrée et elle m'avait dit à ce moment-là, enfin le processus sera plus important que le résultat. Je sais pas, quelle forme il va prendre, peut-être que ça va être un truc que je vais publier moi-même et qui va être, tu vois, et diffusé, juste à quelques dizaines d'exemplaires autour de moi. Peu importe en fait. En traversant tout ça, moi déjà j'ai compris, plusieurs choses. Ça a réveillé ce rêve d'enfant, je Ouais. lui ai donné vie. J'ai, élargi ma palette identitaire de rôle. Alors on pourrait dire écrivaine, mais en fait, c'est pas tellement ça moi que je retiens. Là, ça s'est traduit par l'écriture d'un livre, mais en fait, c'est ce goût que j'ai d'aller, raconter les gens, d'aller, plonger à l'intérieur des gens, des situations et d'aller en ressortir l'essence, le verbaliser, le mettre en mots justes et précis et le donner à voir, tu vois? Avec tout ce qu'il y a, de beau à observer. C'est une démarche que j'adore et je pense que ça me représente complètement en fait ce genre de démarche et j'ai compris à travers le livre à quel point c'était important pour moi et à quel point je voulais continuer, à donner à vivre à ce processus. Peu importe que ce soit à travers des écritures de livres ou Mmh. d'autres choses, mais de continuer à raconter les gens comme ça de l'intérieur. Donc il y a vraiment, tu vois, déjà cet éclairage identitaire qui a Mmh eu mh. lieu. Il y a aussi, cette confiance dans la vie, le fait d'avoir vécu comme ça, cet enchaînement de choses, de synchronicité, de personnes, de liens entre le tangible et l'intangible, ça me donne une confiance en fait, dans la vie qui est super importante. Après l'écriture du livre, là, après le 15 janvier, j'ai eu une phase un peu, de creux de la vague. Je le sentais venir, vraiment. Mmh. Et oui. C'est vraiment pas confortable du tout, mais voilà, je l'ai traversé et en fait, au milieu de ce brouillard, j'ai déjà vu
des petites, pierres de petits poussés qui se mettaient en place pour m'accompagner déjà vers autre chose, en fait. Qu'est-ce que tu, aurais envie de dire à la petite Sandra que tu étais et qui avait des rêves, de devenir, écrivaine? Bah, elle est avec moi là, on se tient par la main et je suis hyper contente, tu vois, de l'avoir accueillie dans ma vie pour lui dire: «Regarde, on l'a fait en fait». C'est Il ça. fallait attendre, 40 ans pour le faire, mais c'est très juste en fait. Tu as vécu plein d'autres choses aussi avant qui ont nourri ton expérience, qui tu es et cetera et c'est super chouette en fait qu'on se retrouve maintenant et qu'on ait traversé ça ensemble. Merci. J'ai envie de passer, aux questions rituelles parce que là, on vient de joliment conclure l'échange, donc on va Mmh. rester sur cette note-là avec la petite Sandra. Ma première question pour toi qui a, cette fibre de de l'écriture et de la lecture, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement éclairé dans ton propre, cheminement? Alors, je suis une grande lectrice, donc il y a beaucoup de livres Eh oui. qui qui m'inspirent, mais il y en a un que je voudrais souligner, que j'ai lu dans cette période-là, de procrastination, Mmh. qui s'appelle Comme par magie d'Élisabeth Gilbert. Élisabeth Gilbert, en fait, dans ce livre, raconte, son rapport à sa créativité. Moi, j'ai trouvé ça presque jubilatoire, en fait, comme lecture. Ça m'a ébranlée, en fait et transportée, ce livre. Je me suis toujours, qualifiée comme quelqu'un de pas spécialement créatif. J'ai complètement changé d'avis, en fait, sur la question à travers, mes expériences des 3-4 dernières années et en fait, je vois que la créativité, bah, pour moi, elle prend une autre tournure. C'est pas forcément de la créativité artistique ou des choses, comme ça. Et est-ce que tu as une habitude, un rituel qui t'aide à te sentir bien? De tout temps, la lecture, ça en fait partie. OK, C'est, bah, oui. un des piliers de ma vie, voilà, les livres ont cette capacité, de me transporter, enfin Mmh de mh. j'adore en fait me plonger dans une histoire et revenir dans mon quotidien, nourri d'une nouvelle perspective et de regarder un peu les choses différemment. Ça, c'est quelque chose, un fondamental pour moi. Et ma dernière question, Sandra, j'aimerais savoir si, tu te sens heureuse? Alors, oui, j'ai vraiment envie de répondre oui et pour, étayer ce oui et lui donner un peu de matière, le fait d'être heureux, c'est aussi à la perspective de voir, le terrain de jeu que la vie, m'offre Mmh. et oui, c de plus en plus, comme ça que je l'observe avec, parfois des zones, qui sont, comme tout un chacun, des zones qui peuvent être très sombres et le considérer comme ce grand terrain de jeu, en dézooant un peu, en l'abordant de plus haut et il y a quelque chose d'assez excitant, en fait, pour moi, dans le fait de savoir qu'il y a tout un monde comme ça à aller, explorer, découvrir, conquérir, amadouer, et ça a la capacité à me mettre en joie, Mmh. quelles que soient, en fait, les vicissitudes qu'il peut y avoir à la surface, en fait, qui sont parfois très porteuses Mmh et mh. des fois, qui plombent davantage. Bah, merci beaucoup Sandra pour, ton témoignage de petite voix, cette petite voix qui s'est invitée à toi, plutôt dans la douceur et quelque chose de lumineux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et ma petite voix est aussi ravie d'avoir pu, s'exprimer, à ton micro. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Create
reason. But your mind is a space